D'autres présentations, s'il n'y en a pas, c'est la période des questions. La députée d'Haliburton Court Lakes Brock. Merci, Monsieur le Président, et bonne Journée internationale de la femme à tout le monde. Ma question s'adresse à la vice-première ministre. Vu que sa collègue, la première ministre de l'Éducation, s'est échappée de la reporter de la presse canadienne Alison Jones hier, quand on a demandé des questions sur les fermetures des écoles, peut-être qu'elle peut nous répondre aujourd'hui. Combien d'écoles sont à risque d'être fermées? La vice-première ministre, merci et aussi bonne Journée internationale de la femme. Je suis très contente d'être là pour parler des améliorations importantes pour l'éducation. Quand on a pris le pouvoir, seulement 68 des élèves terminaient l'école secondaire, seulement 68 Maintenant, nous avons excédé 85 Ce que je dois dire, c'est que notre système d'éducation livre de vrais résultats. Nos élèves... Interruption du président. Arrêtez la pendule. C'est trop tard. Le député de Renfrew, alors, s'il vous plaît. Ne faites pas des commentaires aux gens derrière moi, s'il vous plaît. Il faut ignorer ces gens-là. Et j'apprécie que le ton reste civil. La vice-première ministre. Quand on mesure le système d'éducation par le succès des élèves, ce qui est une bonne façon de le mesurer, l'Ontario est un chef de file du monde. Il y a des gens qui viennent partout au monde pour savoir ce qui se passe ici. Je vais demander au député de Bruce Grey Sound de revenir à l'ordre et je le fais avec l'anticipation que je ne veux pas passer aux avertissements, mais je le ferai si nécessaire. Allez-y. Je vais parler dans les questions complémentaires, mais ce qui est important, c'est que nos élèves ont de bons résultats. Question complémentaire, je reviens à la vice-première ministre. La ministre de l'Éducation dit que ça ne porte pas sur le nombre d'écoles. Elle ne donnait pas un chiffre arbitraire. Les gens ne veulent pas un chiffre arbitraire, ils veulent un vrai chiffre. Un nombre d'écoles. Je vais essayer encore une fois. Monsieur le Président, combien d'écoles sont menacées d'être fermées? Est-ce que c'est aussi élevé que 600 écoles comme la ministre l'a identifié par le passé? Réponse de la vice-première ministre. Les chiffres parlent en soi. Depuis 2003, on a augmenté le financement des écoles à 22,9 milliards de dollars. C'est une augmentation de presque 60 depuis qu'on est arrivé au pouvoir. Et en dépit d'une baisse du nombre d'élèves, le financement par élève a augmenté plus de 4 500 par personne, une augmentation de 63 Le financement pour les conseils d'éducation ruraux, c'était une augmentation de 43 Depuis notre arrivée au pouvoir, notre gouvernement a ouvert 810 nouvelles écoles, a rénové 780 écoles et a ouvert 450 nouvelles écoles dans l'Ontario rural. Question complémentaire finale. Je n'ai pas eu un chiffre, combien d'écoles vous fermez, mais parlez de Notre-Dame de la Paix à Vaughan, Our Lady of Peace. Il y a 97 d'occupation d'élèves et il y a un programme anglais et d'immersion française, mais suite aux priorités, ça va fermer ses portes en juin. Les libéraux ont décidé quant à Our Lady of Peace, Notre-Dame de la Paix, mais il y a d'autres fermetures, mais c'est pas trop tard. Peut-être qu'on peut imposer un moratoire. Je vous donne la chance de l'imposer. Monsieur le Président, est-ce que les libéraux vont annoncer un moratoire de fermeture d'écoles? C'est vous qui fermez les écoles. C'est à vous d'imposer un moratoire. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît.
Vous ne pouvez pas vous cacher. La vice-première ministre. Comme je disais, on a construit une zone coupée où on a construit 810 nouvelles écoles. On a rénové de façon importante 780 et cela inclut 450 nouvelles écoles améliorées dans l'Ontario rural. On investit dans les écoles de meilleures écoles parce que nous sommes un parti qui croit à l'éducation, qui croit que chaque enfant de cette province mérite d'avoir l'occasion d'arriver à son plein potentiel et ils doivent le faire à l'école. C'est pourquoi on fait des investissements dans les écoles. Merci. Nouvelle question, la députée d'Alberton Court Lakes Broad. Je pose ma question au ministre de la Santé et des Soins de longue durée. On m'a montré une lettre écrite à un médecin. Votre patient est sur la liste d'attente pour une consultation chirurgicale. Combien de temps c'était? À peu près 2 ans. Monsieur le Président, 2 ans, c'est trop long pour une consultation chirurgicale. Comment est-ce que cela est une attente acceptable pour les patients ontariens? Le ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Monsieur le Président, je ne connais pas le cas spécifique, mais généralement, je serai d'accord avec la députée d'en face que 2 ans, c'est trop long pour une période d'attente. C'est pourquoi on travaille avec les médecins, les travailleurs en soins de santé de première ligne, avec nos fournisseurs de soins primaires qui sont la Fondation et qui sont l'ouverture à l'accès aux spécialistes pour le rendre plus long, pour que la personne puisse aller de médecin de famille ou infirmière praticienne pour voir un spécialiste. Et si le spécialiste décide qu'il faut aller ailleurs, la chirurgie, une procédure nécessaire, que ce temps aussi soit limité. On travaille en dépit de ce fait-là. Nous avons en particulier en question de chirurgie soit la meilleure délai d'attente au proche des meilleurs au pays, mais on continue à faire des améliorations. Merci. Question complémentaire. Je reviens au ministre de la Santé et des Soins de longue durée. À lundi, à l'hôpital Queensway Carleton, 22 patients étaient sur des civières dans le couloir qui attendaient pour une chambre. Un monsieur a été mis derrière un écran sur un fauteuil roulant parce qu'il n'avait pas de civière. Est-ce que c'est l'héritage que ce gouvernement veut laisser? Pas de lit, des patients sur des civières? Le ministre de la Santé. Quant à l'hôpital Queensway Carleton et d'autres hôpitaux que depuis des semaines ont eu des problèmes de capacité, et je ne trouve pas acceptable, pas plus que la députée d'en face. C'est pourquoi on continue à faire des investissements pour alléger ces pressions. La députée d'en face serait d'accord, je pense. Il y a un élément qu'on a vu aussi un problème d'épidémie de la grippe, aussi des maladies respiratoires. Une partie de l'effet, c'est la grippe, et ça a été pire cette année que l'année dernière. Mais on fait des investissements, y inclus à Queensway Carleton, à l'hôpital Queensway Carleton, et d'autres pour assurer qu'ils aient le financement nécessaire. L'Institut cardiaque d'Ottawa va recevoir une augmentation de 4 l'hôpital Royal 2 aussi bien que l'hôpital d'Ottawa, 14 millions de dollars, 2 d'augmentation. Question complémentaire. Au ministre de la Santé, Léo Levesque, vice-président à l'hôpital Queensway Carleton et chef des services infirmiers, a dit le suivant. Je dirais que c'est une crise quand on annule des chirurgies, on a des patients qui attendent dans les couloirs et il y a des bureaux qui sont poussés pour qu'on ait assez de place pour des lits d'hôpital. C'est des gens qui sont en première ligne. Comment c'est acceptable qu'on met des patients dans les bureaux et on pousse de côté des bureaux? Ce n'est pas acceptable. Le ministre, comme j'ai mentionné dans la réponse précédente, on fait les investissements nécessaires pour que ces hôpitaux et partout dans la province puissent traiter de ces questions de capacité. Ce qu'on ne va pas faire, on ne va pas faire le type de promesses et d'engagement que le député d'en face a fait de couper 100 000 emplois, beaucoup dans le secteur de l'éducation.
et de la santé plutôt. On ne va pas faire ce qu'ils ont fait, où ils ont fermé des douzaines d'hôpitaux et ont réduit le nombre des lits. Et je vois que l'ancien ministre de la Santé suggère qu'ils ne l'ont pas fait, mais les faits restent qu'ils ont fermé des douzaines d'hôpitaux. On va faire des investissements, presque une augmentation de 3 pour les budgets des soins de santé. Nous continuerons à débloquer des fonds. Nous avons les meilleurs résultats en termes de rendement. Le député de Simcoe Grey. Alors, nouvelle question, la chef du troisième parti. Merci. Au nom des néo-démocrates, je veux les souhaiter à toutes les femmes, des parlementaires et le personnel et toutes les femmes en Ontario une bonne journée internationale de la femme. Ma question s'adresse à la vice-première ministre. Depuis quelques mois, j'étais chez beaucoup de femmes qui étaient préoccupées quant aux factures faramineuses d'électricité des femmes comme Adèle de Cambridge, mère monoparentale, qui disait que son facture d'électricité a doublé. Pourquoi le gouvernement n'a pas un plan pour réduire de façon permanente la facture d'électricité d'Adèle et on met tout ce fardeau sur la famille d'Adèle? La vice-première ministre, je vais commencer en disant que nous adoptons un plan qui réduit la facture d'électricité en moyenne de 25 Monsieur le Président. Nous avons déjà fait les premiers 8 et nous pensons ajouter 17 plus tard cette année. Souvenons-nous que nous adoptons un plan qui va aider les gens comme Adèle. Ça, c'est pour tous les ménages, 25 en moyenne. Pour ceux qui sont des familles à faible revenu, il y a encore plus de soutien. Et ceux qui vivent dans les parties rurales de l'Ontario, il y a encore plus d'aide. On a un plan, on l'adopte et cela répond à les histoires qu'on a entendues des gens de toute la province. Je suis très fier et j'aimerais bien que la chef de l'opposition dise « bon travail ». Question complémentaire. Adèle n'a pas besoin juste des factures d'électricité moins élevées, des soins de santé, des écoles pour ses enfants, plutôt que d'investir dans la santé et l'éducation. Le plan électrique de la première ministre donne 40 milliards de dollars additionnels à ses amis bien connectés et si on remettait Hydro One de retour entre mains publiques, on réinvestirait 7 milliards de dollars. Est-ce que la vice-première ministre ne pense pas que d'avoir 7 milliards de dollars, c'est mieux que de dépenser 40 milliards de dollars? La vice-première ministre, j'étais très contente quand les néo-démocrates ont eu un plan pour réduire les tarifs d'électricité parce qu'on a eu beaucoup d'identification des problèmes des deux partis de l'opposition, mais on ne voyait rien en termes, ou pas beaucoup en termes de solutions. Nous, on a avancé et ils ont avancé. Et j'ai lu le plan et il n'y avait rien qui réduirait les tarifs d'électricité, Monsieur le Président. Il n'y avait rien qui arriverait à cet objectif qu'on veut avoir. C'est de donner de l'aide immédiate pour les gens qui ont des gros défis en ce qui a trait au prix de l'électricité. Merci. Question complémentaire finale. S'il n'y a rien, pourquoi est-ce qu'ils ont répondu très vite avec leur propre plan? Partout en Ontario, il faut investir dans les écoles, dans les hôpitaux, dans les soins de garde d'enfants, dans le service public très solide. La vente d'Hydro One, il faut l'arrêter et la remettre entre les mains publiques pour donner 7 milliards de dollars pour la population ontarienne et de réduire les tarifs d'électricité. Les 40 milliards de dollars donnés aux banquiers, comment ça va aider les femmes comme Adèle, les enfants et les petits-enfants? Merci. Merci à vous. Deputy Premier. La vice-première ministre. Monsieur le Président,
Notre plan est rapide et c'est un plan de longue durée. Veuillez conclure. Le plan du Parti néo-démocrate est trop grand et nécessite des panels d'experts. Et leur idée de racheter les actions de Hydro One ne ferait pas baisser les factures d'électricité. Monsieur le Président, il me semble que leur seule idée, c'est de faire élire le chef adjoint de leur parti en tant que Premier ministre du Canada et il va prévoir une réduction de 5 %. Arrêtez la pendule. Redémarrer la pendule. Nouvelle question, le chef du troisième parti. Merci. À la première ministre suppléante. Dans son rapport concernant les progrès des carrefours communautaires, la première ministre a dit aux Ontariens la province doit relever les obstacles concernant ces carrefours communautaires et elle était fière de dire qu'elle allait le faire. Mais selon des documents obtenus par le néo-démocrate, ce plan est menacé par le plan de modernisation des conseils scolaires du Parti libéral. Le Parti libéral en est au courant. La vice-première ministre peut-elle nous dire pourquoi la première ministre nous dit une chose en public, mais en privé, elle fait tout le contraire? Ministre de l'Infrastructure. Merci. Nous encourageons les carrefours communautaires d'utiliser les espaces des écoles en trop. Le ministère de l'Infrastructure veut que ce soit plus facile pour les partenaires communautaires d'offrir des services à ces carrefours. En fait, la ministre de l'Éducation a 450 millions de dollars pour collaborer avec les conseils scolaires, les municipalités, et elle se concentre sur les collectivités rurales. Il y a un grand nombre de services et de collectivités qui vont bénéficier de ces carrefours communautaires. Et donc, les services nécessaires seront dispensés. Il y a de l'argent dans le budget, il y a des ressources à la disposition des chefs communautaires. Merci. Complémentaire. Monsieur le Président, selon ces documents, certaines écoles inutilisées, et je cite le document, certaines écoles qualifiées d'inutilisées sont à pleine capacité. Selon les documents du gouvernement, ils ferment des écoles qui sont à pleine capacité et c'est en fonction de la formule erronée de Mike Harris. Les libéraux n'ont pas la volonté politique de s'attaquer à ce problème. Le gouvernement est au courant que la formule ne fonctionne pas. Donc, la vice-première ministre peut-elle expliquer pourquoi le gouvernement continue de fermer les écoles à l'échelle de la province? Le ministre. La vice-première ministre. Monsieur le Président, j'étais très heureuse hier de voir que le ministre de l'Infrastructure et la ministre de l'Éducation ont envoyé une lettre aux partenaires communautaires, aux conseils scolaires, aux municipalités pour leur dire que les meilleures solutions se trouvent à l'échelle au niveau local. Donc, il y aura de la collaboration afin de trouver des occasions de bien utiliser ces écoles. Il y a du travail à faire. Le taux d'inscription est à la baisse. Donc, nous devons offrir des ressources nécessaires aux élèves, mais les écoles jouent un rôle très important au sein des collectivités. Nous le comprenons tous. Et c'est pour ça que nous disons si les conseils scolaires et les collectivités collaborent, si les municipalités travaillent ensemble
pour créer des propositions concernant l'utilisation de ces installations. Nous voulons les appuyer. Complémentaire. Les gens le font déjà, mais les libéraux ferment quand même les écoles. Les libéraux font le contraire. La première ministre prétend appuyer les carrefours communautaires. Elle nous dit qu'elle investit dans les écoles, mais en réalité, le Parti libéral a fermé 227 écoles depuis 2011, tout en sachant que certaines de ces écoles étaient à pleine capacité et certaines étaient même utilisées comme carrefours communautaires avec des garderies, par exemple. La vice-première ministre peut-elle expliquer pourquoi est-ce qu'elle est en train de fermer des écoles à pleine capacité quand les familles qui dépendent sur ces écoles ne voient qu'une formule de financement erronée? Arrêtez la pendule. Rasseyez-vous. Merci. La vice-première ministre. Monsieur le Président, sur ce côté de la Chambre, nous respectons les conseils scolaires et leurs décisions difficiles. Nous sommes des partenaires actifs en ce qui concerne les carrefours communautaires. Il y a beaucoup de possibilités. Nous invitons donc toutes les parties prenantes de collaborer afin de parvenir à des solutions. Mais j'aimerais le réaffirmer. Voici un fait. L'Ontario a ouvert 810 nouvelles écoles. Nous avons rénové 780 écoles. Et ceci comprend 450 nouvelles écoles améliorées en Ontario rural. Nous sommes engagés à nos élèves. Nous voulons qu'ils aient les meilleurs endroits possibles pour leur apprentissage. Député de Thornhill, cette question s'adresse au ministre de l'Enfance et de la Jeunesse. Lorsque je travaillais en tant qu'optométriste, j'ai mis en place des dossiers électroniques. Je n'étais pas expert en informatique, mais j'ai pu acheter les bons logiciels tout en respectant mon budget. Le gouvernement a dépensé 27 millions de dollars pour des consultations concernant les logiciels du réseau de renseignement concernant la protection des enfants. Nous aimons bien l'idée d'un tel réseau d'information, mais est-ce que le ministre peut nous rassurer que la mise en place du réseau répondra aux besoins des enfants et des travailleurs? Ministre des Services à l'enfance et à la jeunesse. Je remercie la députée de sa question. C'est une question très importante. Ce réseau d'information qui sera mis en place à l'échelle de la province fera en sorte que les enfants pris en charge verront leur renseignement personnel protégé. Mais ces renseignements seront partagés par de nombreux organismes. Lorsqu'un enfant est pris en charge et ensuite s'installe à Toronto, il faut qu'il y ait de la communication. C'est notre plan visant à accorder une priorité aux enfants concernant la prise de décision. Nous voulons assurer leur sécurité, mais nous voulons aussi que les gens aient accès aux renseignements pertinents et mis à jour. Complémentaire. Encore une fois, au ministre. Les résidents de l'Ontario croient que Jeffrey Baldwin et Caitlin Sampson seraient en vie si les sociétés d'aide à l'enfance avaient eu une base de données centrale qui aurait pu identifier leurs assassins. Le gouvernement a dépensé des centaines de millions de dollars sur ce réseau, mais il est très peu utilisé et doit être mis à jour. Cette base de données n'est pas pratique et les recherches sont très difficiles. Les employés sont obligés de passer des heures en utilisant ce réseau. Est-ce que le ministre peut nous expliquer pourquoi les Ontariens devraient faire confiance à ce gouvernement sur le plan informatique? Le ministre, j'espère que la députée d'en face ne croit pas que c'est une simple question de saisir de renseignements. Nous parlons des millions de dossiers qui remontent au passé et donc
Nous devons saisir ces renseignements de manière efficace et de manière précise. Nous avons placé 40 millions de dossiers dans la base de données. Ceci représente 37 des dossiers. Nous allons de l'avant et nous ne voulions pas le faire trop vite. Nous avons 5 sociétés qui feront bientôt partie du réseau d'information et j'en suis très fier, mais nous devons être très prudents afin de ne pas commettre des erreurs. Nouvelle question, député de Nickel Belt. Merci, Monsieur le Président. Ma question est pour le ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Carmen Sebastian est une femme de 68 ans touchée par le cancer. Elle est parmi les femmes canadiennes qui se font donner un diagnostic de cancer. Vendredi, elle a eu un message très difficile selon lequel il y avait une pénurie de médicaments de chimiothérapie et son traitement serait retardé. Monsieur le Président, ça doit être une situation très stressante pour Carmen et pour d'autres patients. Carmen a une question très simple et j'espère que vous êtes d'accord qu'elle mérite une réponse. Pourquoi il n'y avait pas de plan secondaire qui visait à prévenir l'annulation de ces traitements? Ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Merci, Monsieur le Président. Je vais parler directement à Carmen. Et ça doit être une situation tout à fait stressante et difficile pour elle et pour ses êtres chers. C'est important que les Ontariens soient au courant du fait que c'était un problème à l'échelle du pays. Et c'était en raison d'une quarantaine d'un certain médicament de chimiothérapie. Mais lorsqu'on nous a signalé de ce problème, c'était Action Cancer Ontario qui l'a fait, nous avons contacté immédiatement Santé Canada et un processus a été mis en place. Et donc, finalement, ce médicament a été livré. Complémentaire, le réseau de la santé échoue aux gens comme Carmen qui se voient annuler le traitement de cancer. Le ministre a appris de cet événement vendredi dernier, donc j'aimerais qu'il réponde à cette question. Peut-il nous dire combien d'hôpitaux ontariens n'avaient pas suffisamment de ce médicament et combien de patients ont été touchés et se sont vus annuler le traitement en raison de cette pénurie? Le ministre. On a parlé à Action Cancer vendredi et nous avons consulté Santé Canada. Donc, nous comprenons à quel point c'est une priorité. Plus de 3 000 flacons ont été livrés. Mackenzie Health a reçu ce médicament hier. Et donc, tous les traitements sont en train d'être programmés. Il y aura une clinique ouverte cette fin de semaine et après une semaine, le traitement aurait été dispensé. Il existe un mécanisme pour s'assurer de la coordination. Je peux vous dire que Mackenzie House était le seul hôpital touché par cette pénurie. Et nous avons résolu ce problème. Nouvelle question, député de Kingston-les-Îles. Merci. À la ministre responsable de la condition féminine. Aujourd'hui, c'est la Journée internationale de la femme. Nous célébrons les réalisations des femmes et nous avons pour but de créer une société plus équitable. Le vendredi dernier, on nous a rappelé de la lutte à laquelle nous faisons face. Moi, j'ai été très déçu d'apprendre
de savoir que beaucoup de Canadiens pensent qu'une personne peut donner un consentement. J'ai assisté à une séance de réseautage dans ma circonscription et beaucoup de femmes militantes sur le plan du harcèlement et la violence faite aux femmes y ont assisté. Nous avons mis à jour notre plan en matière de harcèlement et de violences faites aux femmes, mais il y a encore du travail à faire. À la ministre, pouvez-vous discuter des travaux en cours concernant les violences à caractère sexuel et en ce qui concerne le harcèlement? La ministre, merci à la députée de sa question et de son travail à cet effet. En tant que politicienne, mère et femme, la statistique, une femme sur 3 fera face à la violence durant leur vie, c'est inacceptable. Les intérêts méritent d'être protégés de la violence à caractère sexuel partout dans la province. D'après nous, le consentement doit être fait de manière continue. Oui signifie oui et non signifie non. C'est pour ça que le consentement fait partie du programme scolaire lancé dans le cadre de notre campagne. C'est jamais admissible. Nous voulons sensibiliser les gens à la violence sexuelle, mais nous voulons aussi encourager les changements comportementaux. Nous devons parler de la sécurité à nos enfants. C'est un pas dans la bonne direction et nous demandons aux Ontariens de jouer leur rôle en ce qui concerne cette lutte contre la violence faite aux femmes. La députée, merci à la ministre de sa réponse. Le gouvernement reconnaît l'importance de sensibiliser le public à la violence à caractère sexuel. Malheureusement, les députés sont au courant que la violence faite aux femmes demeure un danger dans notre société. Plus de 10 000 femmes et 6 900 enfants ont été desservis par un refuge pour femmes battues. Précisons, cette crise nous touche tout le monde. C'est non seulement les femmes, mais les enfants et les collectivités. Notre gouvernement le reconnaît et nous avons augmenté notre financement des programmes visant à s'attaquer à la violence faite aux femmes. Cependant, il y a encore du travail à faire. La ministre peut-elle nous parler de notre appui pour la violence de lutte contre la violence faite aux femmes? La ministre des Services communautaires et sociaux. Merci à la députée de Kingston-les-Îles. J'ai visité Interval House à Kingston et il était évident que la députée était reconnue en tant qu'une personne qui soutenait les femmes qui s'échappaient à la violence. Mon ministère investit 147 millions de dollars par an pour appuyer ce secteur. Nous avons ouvert un refuge au comté Elgin et j'ai annoncé la construction de nouveaux refuges à Dryden. Grâce au fonds d'1 million de dollars des réalités rurales, nous aidons aux collectivités rurales de s'attaquer à leurs enjeux particuliers. Nous avons lancé la stratégie ontarienne pour mettre fin à la traite de personnes, qui comprend un partenariat avec l'Association des femmes autochtones pour créer des programmes à cet effet. Nous continuons d'investir dans les services et les soutiens afin de protéger les femmes et les filles de cette province. Nouvelle question, député de Bruce Grey Owen Sound. Merci. Cette question s'adresse au ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Alistair et Mary McKillen sont ensemble pendant 69 ans et sont des personnes très importantes au sein de leur collectivité. Mais finalement, ils sont tombés malades et le réseau de la santé les a obligés d'être séparés. Le ministère nous a dit que l'idée de les réunir est tout à fait importante. Il n'y a aucune autre priorité. Donc, ma question, si c'est une priorité si importante et s'il n'y a aucune autre priorité plus importante, pourquoi est-ce que ces deux personnes ont été séparées? Merci. Le ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Merci, Monsieur le Président. Je suis heureux de pouvoir avoir été mis au courant de la situation de ce couple. Et il n'y a pas si longtemps, une situation similaire s'est présentée dans une autre région de la province. Et le député responsable du NPD s'est entretenu
de manière directe avec moi et nous avons travaillé en collaboration à remédier à cette situation. Et nous avons fini par trouver une solution à ces problèmes qui se posent à de nombreux individus. Et bien entendu, je serais tout à fait heureux de pouvoir travailler avec le député d'en face à remédier à cette situation particulière. Merci. Complémentaire. Ceci s'adresse encore une fois au ministre. Eh bien, Monsieur le ministre, la Première ministre m'a écrit le 24 février pour m'annoncer que vous alliez vous pencher sur ce dossier. Alors, soit vous n'avez pas fait votre travail, soit ce qu'elle m'a écrit ne correspond pas aux faits. Malheureusement, il y a de plus en plus de personnes qui se trouvent dans de telles situations et c'est une affaire, un cas dont je vous parle qui date déjà d'il y a 5 ans. Et la réalité, c'est qu'il y a une pénurie de lits en établissement de soins de longue durée et que cette pénurie ne fait que s'aggraver. Et on s'attend à ce que ce soit une situation qui ne fasse qu'empirer dans les années à venir. Et on a demandé à votre ministère d'ajouter 2500 lits. Et ce serait le strict minimum. Est-ce que vous allez vous y engager? Le ministre, eh bien, nous avons pris l'engagement de rénover 30 000 lits dans de tels établissements ces prochaines années, mais la réalité, c'est que nous avons ajouté 10 000 lits de soins de longue durée à notre système ces dernières années. Et je me souviens très bien du cas dont vient de me parler le député, parce que la députée de Barrie s'est impliquée personnellement dans la résolution de ce problème et nous travaillons avec acharnement au niveau du ministère avec cette députée pour résoudre ce problème. Merci. La députée de London West pour une nouvelle question. Merci. Cette question s'adresse à la Première ministre suppléante. Monsieur le Président, 2017 marque le 30e anniversaire des lois portant sur l'équité salariale en Ontario. Malheureusement, après toutes ces années, nous avons encore une situation d'inéquité salariale qui règne. Et en fait, il y a une différence de 30 % entre les rémunérations accordées aux différents sexes. Et en fait, c'est un problème qui concerne en particulier les personnes autochtones et les femmes immigrantes. Alors, je me demande pourquoi, 6 mois après la publication d'un rapport à ce propos, la Première ministre traîne les pieds et ne comble pas ce fossé entre les sexes en matière de rémunération en Ontario. Merci. Le ministre du Travail. Merci beaucoup. Eh bien, il n'y a aucun doute que, bien entendu, il y a encore un problème d'inéquité salariale, et ce, au détriment des femmes, et il faut absolument s'attaquer à ce problème. Et d'autres partis ont promis de s'y attaquer, mais ne l'ont pas fait. Nous sommes encore en pleine conversation à ce sujet et nous allons faire un travail très concret. Et en fait, il y a un groupe de travail qui a été mis sur pied et qui a également fait un travail très concret dans ce domaine. Il s'agit d'intervenants du secteur des affaires, du travail, de fonctionnaires, etc. Donc nous avons vraiment ce groupe très qualifié en la matière qui va se réunir pour la première fois le 13 avril. Et nous voulons bien sûr que l'Ontario devienne un fer de lance en matière d'équité salariale. Et bien entendu, nous ne voulons plus tolérer cette inéquité salariale entre les sexes. Merci. Complémentaire, la députée de Welland. Merci. Ce gouvernement a eu 13 ans pour s'attaquer à cette situation. Et en fait, il y a eu des fabricants automobiles non syndiqués qui ont demandé au gouvernement de changer les lois et ont eu gain de cause presque immédiatement, en fait. Et lorsque de grandes entreprises telles qu'Alliston, dans le secteur de la construction, ont demandé des réformes qui auraient des conséquences négatives sur leurs travailleurs, le gouvernement leur a également donné gain de cause. Mais pourquoi est-ce que
Les travailleurs mal payés de cette province, 60% d'entre eux sont des femmes, ne peuvent pas obtenir un salaire minimum de 15 $ de l'heure. Réponse, eh bien, c'est une question qui arrive à point nommé, Monsieur le Président. Je suis vraiment très fier du travail de notre gouvernement dans ce domaine, du travail du groupe d'experts dans ce domaine, et c'est une question de laquelle les gouvernements précédents ne se sont pas préoccupés. Et bien entendu, nous allons écouter les recommandations de ce groupe de travail, et il y a certaines choses que nous pouvons faire dès maintenant, et nous avons appliqué ces changements qui avaient été recommandés, et nous nous engageons, bien entendu, à observer, sous l'angle de l'équité salariale, toutes les politiques de ce gouvernement. Et nous allons, bien entendu, aller de l'avant dans la lutte contre l'inéquité salariale entre les sexes. Merci. Nouvelle question, la députée de Davenport. Merci. C'est une question qui s'adresse au ministre du Logement et responsable de la stratégie de lutte contre la pauvreté. J'aimerais, au nom de mes commettants, soulever un problème très important dans ma circonscription. Malheureusement, les loyers augmentent en flèche dans la région du Grand Toronto. Et c'est vraiment très difficile pour les gens de trouver des logements locatifs abordables. Et c'est une situation qui touche non seulement les personnes défavorisées, mais également les personnes de classe moyenne qui souhaitent s'implanter dans notre ville. Et c'est vraiment très difficile, lorsque le loyer est trop élevé, de planifier son avenir. Donc, quelle est la position du ministère concernant ce problème dans ma circonscription et dans tout l'Ontario? Le ministre? Merci à la députée de s'être fait la championne de ce problème. Et bien entendu, c'est très important pour tout le monde de trouver un logement dans une collectivité de son choix. Bien entendu, il s'agit de s'enraciner dans cette collectivité et de passer son temps libre dans cette collectivité que l'on apprécie. Et bien entendu, nous avons essayé de rendre le logement plus abordable en Ontario, mais les choses restent difficiles sur le marché du logement locatif. Et la loi sur la location à usage d'habitation protège les locataires. Et en fait, il y a eu une augmentation de 2,5 % des loyers l'an dernier, mais pour cette année, c'est une augmentation, une ligne directrice d'augmentation qui ne s'élève qu'à 1,5 %. Nous allons continuer de protéger les locataires. Merci. Complémentaire. Merci. Monsieur le Président, je suis très heureuse d'avoir pu avoir toutes sortes de conversations fructueuses à ce sujet avec le ministre et je suis heureuse de voir qu'il se préoccupe grandement de ce problème qui est très important. Les familles ontariennes et de ma circonscription doivent pouvoir avoir l'esprit tranquille, sachant qu'elles peuvent se permettre de payer leur loyer, elles veulent pouvoir s'épanouir, elles veulent pouvoir fonder une famille, ce genre de choses. Et bien entendu, il est important que le ministre responsable se préoccupe de leur situation. Est-ce que le ministre pourrait nous dire ce qu'il fait pour augmenter le nombre de logements abordables sur le marché? Merci, le ministre. Merci beaucoup, encore une fois, à la députée de Davenport pour sa question. Monsieur le Président, il est important de s'assurer qu'il y ait suffisamment de logements abordables sur le marché. Et c'est très important que les logements secondaires qui existent dans certaines résidences puissent être transformés en logements locatifs. Et c'est absolument important également de se doter de zonages d'inclusion supplémentaires. Il faut absolument que le nombre d'appartements abordables augmente dans toutes les municipalités. Et, Monsieur le Président, 82 % des logements locatifs de notre province ont été construits avant 1982 et sont donc protégés des augmentations de loyers. Mais il faut en faire davantage pour d'autres logements dans cette province. Merci. Le député de Chatham-Kent-Essex. Merci beaucoup. Monsieur le Président, cette question s'adresse
à la ministre de la Sécurité communautaire et des services correctionnels. Il a été annoncé que dans le centre de détention de Elgin-Middlesex, il y aurait un détecteur de métaux qui serait installé. Mais la réalité, c'est que dans l'intervalle, l'ancien ministre a démissionné. Il avait promis d'en faire une priorité, mais la nouvelle ministre nous a maintenant fait une nouvelle promesse, la promesse de faire de ce projet une priorité à l'automne 2017. Je ne pense pas vraiment que l'on puisse parler de priorité lorsqu'on ne fait que repousser les délais. La ministre. J'aimerais aussi souhaiter une belle journée de la femme à toutes les madames ici et partout en Ontario. And just to make sure I say my little piece. Voilà, je voulais juste parler de ce jour important. Je remercie le député d'en face pour sa question. Premièrement, en tant que ministre responsable, ma responsabilité principale est la sécurité du personnel carcéral et des détenus. Et bien entendu, il y a certaines controverses concernant la contrebande dans nos établissements carcéraux. Et nous sommes tout à fait d'accord pour dire qu'un problème existe et c'est pourquoi nous allons, d'ici 2018, installer des détecteurs dans tous les centres de détention de notre province. Nous avons installé de tels détecteurs juste à côté du MDC et je peux vous dire que la plupart des centres de détention seront dotés de tels détecteurs très bientôt. Merci, le député. Pour une complémentaire, vous devez agir dès maintenant. Arrêtez de proférer des paroles vides de sens. Et la prison modèle de l'Ontario, le centre de détention de Toronto Sud, est en fait malheureusement un exemple de plus de gaspillage de fonds. C'est une prison qui a été tellement mal construite que des fenêtres dont on avait prétendu qu'elles étaient incassables ont été brisées, ce qui a blessé des gardiens. Il y a de plus en plus de maladies contagieuses qui circulent dans cette prison et c'est vraiment absolument inadmissible de voir une telle situation. Et malheureusement, il y a de plus en plus de pannes d'ascenseurs dans cet établissement carcéral et ce ne sont que quelques problèmes parmi tant d'autres. Monsieur le Président, pourquoi est-ce que la ministre ou le ministre de l'époque a construit ce centre de détention alors même que la vérificatrice générale l'avait prévenu et lui avait recommandé de ne pas le faire? Merci, la ministre. Monsieur le Président, nous reconnaissons le travail acharné du personnel carcéral, qu'il s'agisse des agents de détention, des infirmiers, des infirmières et du personnel des cuisines, par exemple, dans ces établissements. Et je pense vraiment qu'il faut qu'il y ait davantage de travail fait pour aider ces établissements à atteindre leur plein potentiel. Nous avons amélioré les conditions dans ces établissements. Nous avons réduit le nombre de confinements barricadés. Et je peux vous dire que lorsque je me suis rendue dans l'un de ces établissements, j'ai vraiment vu à quel point le personnel travaillait d'arrache-pied à assurer la sécurité de tous. Et j'y travaille avec acharnement. Merci, la chef du troisième parti, pour une nouvelle question. Cette question s'adresse à la première ministre suppléante. Alors, on parle beaucoup des services de garderie, on parle beaucoup de la nécessité pour les femmes de retourner sur le marché du travail après avoir accouché, mais la réalité, c'est que le gouvernement ne fait rien pour améliorer la situation dans ce domaine. Est-ce que la première ministre pourrait nous dire pourquoi elle souhaite privatiser ce secteur? La première ministre suppléante. La ministre responsable de la petite enfance et de la garde d'enfants. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais remercier la députée d'en face pour cette question très importante. J'aimerais lui expliquer ce que nous entendons par financement des exploitants
de services de garderie. Il s'agit de subventions qui s'adressent aux familles à revenus faibles ou moyens. Et donc, il s'agit également de s'assurer que le personnel soit qualifié dans ces centres de garderie. C'est un financement qui donc s'adresse aux enfants et à leurs familles. Nous comprenons l'importance d'ajouter des places en garderie dans notre province et c'est pourquoi 77% des centres de garderie sont exploités par des organismes à but non lucratif. Nous voulons offrir davantage de possibilités aux familles et nous voulons nous assurer que les familles aient tout accès à des services de garderie abordables, que ce soit dans les régions rurales ou urbaines. Eh bien, Monsieur le Président, malheureusement, justement, les preuves démontrent que les services de garderie sont de meilleure qualité dans le secteur à but non lucratif. C'est une réalité. Et au lieu de soutenir ce modèle qui fonctionne, les libéraux s'acharnent à dépenser des fonds publics à financer les services de garderie dans le secteur à but lucratif. Mais ceci ne devrait surprendre personne, étant donné que les libéraux ont tendance à accorder la préférence à leurs amis du secteur privé dans tous les domaines. Et la réalité, c'est qu'il faut absolument se pencher sur les services de garderie dans le secteur à but non lucratif. C'est la seule manière d'aider les familles qui ont grand besoin d'aide. Pourquoi est-ce que les libéraux veulent privatiser ce secteur des services de garderie? La ministre. Eh bien, je suis tellement heureuse de pouvoir répondre à cette question parce que, justement, nous développons le secteur des services de garderie. Nous le rendons plus abordable et plus accessible à toutes les familles de l'Ontario. Et la réalité, c'est que tous les Ontariens n'ont pas accès à des centres de garderie à but lucratif et à but non lucratif dans cette province. C'est pourquoi il faut soutenir les deux secteurs. Et dans certains cas, la seule manière de garantir un accès supérieur est de financer les centres de garderie existants, quels qu'ils soient. Et nous n'allons pas choisir entre un secteur ou l'autre. Nous allons nous assurer que toutes les familles ontariennes aient accès à des services de garderie abordables. Rasseyez-vous, s'il vous plaît. Rasseyez-vous. Intervention du président. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Député de Barrie. Monsieur le Président, ma question s'adresse au ministre du Travail. Comme vous l'avez déjà entendu aujourd'hui, c'est la Journée internationale de la femme. On célèbre les réussites politiques, sociales, etc. des femmes. Nous voulons aussi changer la société. Aujourd'hui, le thème, c'est d'être fort pour le changement afin de demander un monde qui est plus juste sur le plan des sexes. Notre ministre du Travail a amené beaucoup de changements par les consultations sur l'équité salariale. Est-ce qu'on peut parler des progrès que nous avons faits? Merci, ministre du Travail. J'aimerais remercier la députée de cette question et l'intérêt qu'elle a, ainsi que le bon travail qu'elle a fait sur cette question. J'aimerais souhaiter à tous une bonne Journée internationale de la femme, aux hommes, aux femmes, à leurs enfants, à tout le monde. J'ai vraiment confiance que le thème nous aidera. Nous avons ici une question qui va au-delà des lignes politiques et nous voulons ainsi construire sur le changement que nous avons déjà atteint. Nous allons nous rencontrer le groupe, nous allons nous réunir plutôt avec notre groupe spécialisé le 13, et ce afin de nous assurer de mettre en place les étapes mesures sans avoir à aller plus loin. Monsieur le Président, nous allons enfin amener l'équité salariale. J'aimerais remercier le ministre de sa réponse et pour avoir été aussi actif pour l'équité salariale entre les hommes et les femmes. En effet, nous devons nous rappeler que malgré notre progrès, il y a beaucoup à faire. En moyenne, les femmes gagnent moins que les hommes et nous devons
aussi nous assurer que les femmes arrêtent d'être affectées par l'équité salariale. Et c'est une équité qui est encore plus importante pour les femmes qui sont, entre autres, d'une minorité visible. De mettre fin à ce problème pourrait nous amener 11,6 milliards de dollars en profit. Que fait notre gouvernement afin de s'assurer que les femmes continuent de jouer un rôle essentiel dans notre monde du travail? Merci beaucoup pour cette question. J'aimerais en fait aussi remercier la députée. C'est la bonne chose à faire. Nous voulons avoir l'égalité des femmes, tout particulièrement lorsqu'on parle de l'économie ontarienne, mais aussi pour toutes les économies. Ça a simplement un sens pour les affaires, pour les travailleurs, pour l'économie. Ça augmente la productivité. Ça renforce les habiletés. Ça contribue à de bons environnements de travail. C'était excellent de voir la Fédération du travail de l'Ontario aujourd'hui à Queen's Park qui a contribué à cette conversation très importante. Les femmes jouent un rôle très important pour dans notre main-d'œuvre. Et en ce jour, nous devons doubler nos efforts afin de continuer que l'Ontario soit l'un des meilleurs endroits où travailler au monde. Député de Cochino-Conestoga, nouvelle question. Merci à la vice-première ministre. Les homologues libéraux de ce gouvernement à Ottawa aujourd'hui ont eu la possibilité d'agir afin de mettre fin à la discrimination génétique. Alors que les libéraux ici semblent assez forts pour vouloir apporter ce genre de changement, leurs cousins au fédéral semblent aller à reculons. Nous avons même demandé au fédéral, à notre première ministre ici, de calmer ses ardeurs sur le sujet. Est-ce que le gouvernement assurera ses cousins homologues que l'Ontario n'a pas d'excuses juridiques et que nous mettrons fin à la discrimination génétique aujourd'hui? Au procureur général. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je remercie le député de sa question. C'est une question un peu étrange. Il semble que ce soit une question qu'on devrait poser au Parlement fédéral. On parle ici d'un projet de loi fédéral qui ne sera pas débattu ici, Monsieur le Président. On parle du projet de loi ici S-201 qui est débattu sur la colline parlementaire. Le ministre de la Justice fédérale s'inquiète de la légalité de ce projet de loi qui affecterait la Constitution du Canada. C'est donc une décision fédérale qui dépend du ministre de la Justice et a très peu à voir avec ce Parlement ici. Complémentaire. J'aimerais vous rappeler que le ministère de la Justice fédérale vous a envoyé une lettre vous demandant d'agir. Les Canadiens et Ontariens devraient être en mesure de vivre sans discrimination et nous sommes d'accord que le ministre de la Justice ne devrait pas essayer d'affecter la politique provinciale. On se cache derrière cet aspect provincial pour essayer d'empêcher ce projet de loi d'aller de l'avant. On a demandé l'appui de la première ministre et j'aimerais savoir si la première ministre donnera son appui à ses cousins fédéraux. Le procureur général. Encore une fois, c'est une question fédérale. En tant que procureur général de l'Ontario, je ne peux donner des conseils constitutionnels au fédéral. Ils ont un bon ministère de la Justice qui est robuste et ont certainement les capacités de fournir les conseils nécessaires. Le ministère de la Justice a envoyé une lettre au Conseil des Nations, mais il ne dépend pas de nous de discuter d'une lettre qui a été envoyée
au niveau fédéral. Lorsque l'on parle de discrimination, que ce soit pour quelque raison que ce soit, j'aimerais en effet féliciter le député de Eglinton Lawrence qui met fin à la discrimination et je crois que ce projet de loi a été adopté en deuxième lecture. Député de Milton Mountain. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à la vice-première ministre. Il y a 2 semaines, des travailleurs de l'Université de York et de Toronto sont venus ici à Queen's Park pour se faire entendre leur voix alors qu'ils sont en grève. J'ai parlé à une mère qui ne gagne que 12 $ l'heure à la cafétéria et n'est même pas en mesure de fournir les dîners à sa propre fille. Parfois, elle demande même au conducteur d'autobus de la laisser embarquer dans l'autobus pour pouvoir se rendre gratuitement à son travail. On parle ici de la situation précaire de l'emploi dans la province. Les travailleurs de York viennent de conclure une entente sans l'aide de ce gouvernement. Est-ce que le gouvernement augmentera le salaire minimum pour tous les Ontariens et Ontariennes à 15 $ l'heure? La vice-première ministre, au ministre du Travail. Merci beaucoup pour la question, Monsieur le Président. Entre 1996 et 2003, nous avions un salaire minimum gelé ici dans la province de 6,85 $. Nous l'avons augmenté de 64 % à 10 différentes reprises. Ce que demandent les travailleurs est de savoir que des augmentations seront présentes de façon continue. Présentement, le salaire est de 11,40 $. Il augmente de façon prévisible. Où étaient les néo-démocrates lorsque nous avons décidé d'augmenter le salaire minimum? On ne les trouvait absolument nulle part. Nous avons fait le travail. Il n'est absolument jamais trop tard pour vous faire avertir et sortir. Conformément au 38A, le député de Chatham-Kent-Essex a fait connaître son insatisfaction à la réponse à sa question donnée par le ministre des services de la sécurité communautaire et des services correctionnels concernant les scanners. Nous débattrons de cette question à 18 h. Est-ce que quelqu'un a un rendez-vous pour le dîner? Parce que je peux vous retarder si je veux. Conformément au 38A, le député de Kitchener-Conestoga fait part de son insatisfaction à la réponse donnée par le procureur général concernant la discrimination génétique. Nous en débattrons ce soir à 18 h. Leader parlementaire, rappel au règlement. Dans ma réponse, Monsieur le Président, j'ai dit que le député de Eglinton Lawrence a été adopté en deuxième lecture, mais ça a été adopté en première lecture. Tous les députés ont le droit de corriger leur compte-rendu. Ministre de l'Infrastructure, rappel au règlement. J'aimerais corriger mon compte-rendu. J'ai dit que nous avions fait un investissement de 450 millions $. C'est de 50 millions $. J'aimerais reconnaître ici nos jeunes parlementaires qui sont ici. Lydia Philippe, du Collège Mère Bleue, Sana Izir, du Collège catholique Mère Bleue, Carly-Angèle Pierre, du Collège catholique Mère Bleue, Jasmine Zami, de l'École secondaire Lix de la Lande, Clémence Tanet, de l'École secondaire catholique Béatrice Desloges et Mathieu Classy, Juarez, de l'École secondaire publique Uriel. Aujourd'hui, merci. Merci. Il n'y a plus de vote différé. Nous sommes en pause jusqu'à 15 h.